Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Bonjour à tous, merci énormément d'être avec nous pour cet autre épisode de Dans la cage. Ben Baudouin, en compagnie de Pat Côté. Comment ça va, mon ami? Ah bien, mon Ben. Good, good. Je suis très content d'entendre ça parce qu'on a un gros show aujourd'hui. À la maison, vous allez être content de savoir qu'on a un beau menu pour vous, comme d'habitude. Bien sûr, vous le savez que l'UFC 270, c'était la semaine dernière, samedi passé. 2 combats de championnat. Beaucoup de drama, si vous me permettez l'expression, dans tout ça. Donc, énormément de choses à déballer là, par rapport à l'UFC 270, 3 jours après l'événement. Francis Ngannou qui est demeuré champion, Deiveson Figueiredo qui est redevenu champion, lui. D'autres combats, d'autres combattants qu'on a découverts également qui ont retenu notre attention. Donc, on parle de ça au cours de l'émission un petit peu plus tard. Évidemment, actualité des arts martiaux mixtes. On finit l'émission avec ça, comme à chaque semaine. Mais tout d'abord, Pat, invité spécial pour commencer ce podcast cette semaine. Il va se battre le 5 février prochain au Apex de Las Vegas. Et j'ai nommé Marc-André Barriault. Powerbar, comment ça va, mon cher Marc-André? Yeah, ça va super bien, les boys. Excellent. Dans 10 jours à peu près, tu vas remonter dans l'octogone. Tu vas te battre contre Shidi Njokuani. J'espère que je le prononce bien. Un gars qu'on va apprendre à connaître, qui va faire ses débuts à l'UFC. Marc-André, on le connaît. On ne connaît pas ton adversaire. Tout d'abord, j'imagine que tu as vu du vidéo et tout ça. Quel genre d'adversaire, à quel genre de combat on est en droit de s'attendre le 5 février prochain? En fait, qu'est-ce qui est de l'adversaire? Oui, c'est sûr qu'il fait ses débuts à l'UFC, mais c'est pas un nouveau venu dans les arts martiaux mixtes. Là. Il a quand même fait des gros combats, des finales au Bellator. Puis lui et son frère, c'est des gars qui traînent dans le sport de combat depuis des années, surtout au niveau du kickboxing puis Muay Thai. Donc, moi, quand on m'a fait ce combat-là, encore une fois, comme à chaque fois, c'est pour un peu voir ce que j'ai en dedans de moi. On me donne tout le temps des styles différents à chaque fois. Puis, j'ai juste pris ça comme un autre beau défi là, de mon côté pour être capable d'aller mettre tout le travail qu'il fallait pour être au top comme que je me sens en ce moment. Donc, c'est sûr, j'ai regardé un peu qu'est-ce qu'il a fait là, dans ses derniers combats des dernières années. Mais j'ai surtout focusé encore une fois sur ce que moi je te pourrais apporter de nouveau dans le cage la semaine prochaine. Puis ça va être le fun. Là. Tu as eu une année parfaite, 2021, 2 victoires en autant de combats. Puis, écoute, on sait que tes débuts à l'UFC, ça a été difficile. Tu as eu d'excellents combats, des combats serrés, des décisions partagées que ça a été échappé. Est-ce que tu sais c'est quoi le déclic? Ou c'est quand que ça s'est fait? Vraiment, on dirait que quand tu as eu ta première victoire à l'UFC, évidemment, ça t'a été enlevé, encore une fois, c'est tout plein de choses, mais mentalement, ta force mentale, t'as vraiment, je veux pas dire sauvé, mais je veux dire, t'as vraiment amené à un autre niveau et t'as fait les sacrifices nécessaires. Maintenant, t'es entraîné en Floride, on sait que là, on voit que t'es dans ta roulotte, tu vis dans ta roulotte, donc je veux dire, t'as fait les sacrifices nécessaires. C'était quoi le déclic ou c'est quand le déclic qui est arrivé que tu dis, OK, là, c'est assez, là, je veux prouver que je fais partie de l'UFC? C'est vraiment quand j'ai commencé à m'écouter, j'ai vraiment fait un reset là, avec moi-même. Mes 3 premiers combats, tu sais, ça a été des combats d'expérience, c'est des combats que j'ai échappés, c'est pas nécessairement des combats que je me suis fait vraiment dominer ou quoi que ce soit. Du moment que j'ai commencé à mettre ça en arrière de moi puis de regarder vers l'avant, qu'est-ce que ça me prenait pour reconnecter avec Marc-André qui m'avait permis de me rendre jusque-là. Maintenant, j'y suis, j'ai les 2 pieds dedans. Si je veux être en mesure de rester, ben j'ai des ajustements à faire. Puis comme le monde sont au courant un peu de mon parcours, j'ai quitté, je suis revenu à Gatineau dans mes racines. Après ça, bon, j'ai juste su m'adapter avec la situation, mais surtout que faire en sorte de bien m'écouter moi-même, puis choisir les bonnes personnes avec qui je m'entourais. Puis c'est ce que j'ai fait quand je me suis emmené en Floride. J'ai eu un premier séjour ici qui a été vraiment incroyable. J'ai connecté avec le monde. Après ça, je suis revenu au Québec, je suis retourné. J'ai tout vendu pour m'en venir ici. Puis, gars, on est 8 mois plus tard. La recette n'a pas changé. C'est ce qui fonctionne bien pour moi. Je vis modestement dans mes trucs, mais j'ai une vision en tête. Puis, je veux continuer à
à sortir le meilleur de moi-même avec tout ce que j'apprends au quotidien. Puis ça a vraiment été un déclic la journée que j'ai vraiment repris le contrôle de ma propre destinée dans mes mains à moi. Puis je me suis dit plus que jamais, Marc, c'est toi qui as ce qu'il faut. C'est toi qui sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, puis vas-y. Puis on en est là un an plus tard, puis je suis content d'avoir changé le scénario, puis flip the script là, à mon avantage. C'est vraiment intéressant. On va bien sûr revenir sur le fait que tu t'entraînes avec Andrew Hove. J'imagine que tu apprends tous les jours avec d'excellents partenaires d'entraînement, mais je veux faire un peu de millage sur ce que tu viens de dire, sur la question de Pat aussi, mais à quel point la confiance, ça devient un avantage ou une pièce importante du puzzle. Pat l'a mentionné, commence à l'UFC, les débuts à l'UFC un petit peu en dents de scie, mais là, depuis ce temps-là, tu as vraiment cliqué, là, tu dois être en pleine confiance, donc à l'aube de ton prochain combat, ça doit être important aussi, cette confiance-là. Hein? 100%. Pour ceux qui me connaissent, j'ai jamais été le meilleur technicien. Je suis un performeur. Je suis un gars qui carbure à la confiance. J'ai souvent, même presque toujours été le négligé, le underdog dans mes combats, même dans mes temps chez TKO. On m'amenait des gars pour me battre. Puis finalement, ben, moi, j'y croyais. Puis ça finissait que par toute surprise, ben, je réussis à relever le défi. C'est ce que je me suis juste remémoré quand j'ai repris le contrôle de moi-même, puis je me suis dit, regarde, Marc, puis c'est drôle parce que c'est une force que les gars sentent dans le gym. J'ai pas tout le temps les meilleures journées, mais les gars savent que ma confiance, puis tout ce qui entoure, autre les aptitudes techniques et physiques, j'ai cette aptitude-là, moi, de pouvoir comme montrer que j'y crois, puis que quand je veux quelque chose, je vais le chercher, puis je lâche pas le morceau. Fait que quand j'ai vu que ça payait, puis c'est ce qui fait en sorte que je peux avoir le dessus probablement sur pas mal de compétiteurs que je vais affronter, ben je fais juste conserver ça puis je fonce à fond. Là. Parlant justement du gym où ce que tu en es, Ben, on a commencé à en parler avec Henry Hoof. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu. Tu sais, je sais que tu as été toujours très fidèle à Patrick Marcil, à ton entraîneur à Gatineau, et ça, c'est tout à ton honneur. J'aimerais que tu me parles un peu de la différence d'entraînement que tu as. C'est évidemment tes partenaires d'entraînement. C'est une équipe. C'est une équipe qui est de très, très haut niveau. Donc, j'imagine que tes partenaires d'entraînement, tu peux juste fermer les yeux puis en piger un dans le top. Je ne veux pas dire que ça va faire l'affaire, mais je veux dire que tu vas avoir quelqu'un qui va te pousser à la limite à tous les jours, à tous les entraînements. Tu n'as pas besoin de courir après des partenaires d'entraînement pour parfaire ton art. Exactement. Comme je l'avais déjà mentionné là, les premières fois que je me suis emmené ici, moi, quand je me suis emmené ici, c'était un gros océan, puis rempli de gros requins, puis moi, ce que je voulais, c'était nager avec ces gros requins-là, puis vraiment voir ce que je me situais un peu dans cette chaîne alimentaire-là du sport de combat, puis d'être avec des gars au quotidien qui font comme moi je fais, puis comprendre qu'ils ont un objectif, ils veulent nourrir leur famille, ils veulent avancer, donc oui, c'est vraiment ça, je peux mettre la main sur plein de sortes d'adversaires, puis pour ce combat-là, j'en ai plusieurs, qu'il y a des gars qui ont des styles comme l'adversaire que je m'en vais affronter, des grands gars de combat debout, puis il y a autant de lutteurs, il y a autant de gars techniciens, il y a autant de gars bons en jiu-jitsu. Fait que ça a vraiment été un game changer pour moi d'être en mesure de pouvoir me coller à toute cette brochette-là, on peut dire, là, d'athlètes de haut niveau. Surtout depuis 2 semaines, là, ce qui est le fun, c'est que j'ai Julien Leblanc, mon partenaire d'entraînement depuis longtemps, qui est avec moi depuis 2-3 semaines. Il s'occupe bien là, justement là, d'aller piger un peu pour moi les gars que j'ai besoin pour faire mes rounds dans le cage, pour vraiment faire sûr qu'on perd pas de temps. Puis j'ai déjà les gars qu'il faut que le combat, ça va ressembler à quoi. Donc j'ai cette chance-là, puis je suis vraiment là, reconnaissant d'avoir ça, d'avoir Julien avec moi. Oui, d'avoir toute cette gamme d'athlètes-là là, de haut niveau. Ça fait en sorte que ça booste encore plus ma confiance parce que je suis pas mal sûr qu'encore une fois, il n'y a pas grand-chose qui peut vraiment me surprendre à part des choses qu'on peut pas contrôler qui vont arriver dans le combat, mais le reste, je vais y avoir déjà goûté. Je vais savoir c'est quoi. Puis ça va juste permettre là, de pouvoir rentrer là-dedans sans me poser de questions, puis juste de tout laisser aller. Là. Qui va être dans ton coin? Marc-André, je sais que les dernières fois, tu faisais venir des gars du Québec. Je pense que Patrick Marcil, justement, et Julien étaient avec toi dans ton coin. Tu gardes la même recette? Ça avait bien été? Oui, on regarde ça. Puis cette fois-là, on va rajouter Henry Hoof qui va être avec moi dans le coin. Les gars se sont bien entendus au dernier combat à Vegas. Là, après, c'est sûr qu'on était en ambiance un peu plus festive. On avait célébré, on a gagné. Fait que ça a juste été parfait pour que mon entraîneur Patrick Marcil puis Henry, ils connectent ensemble, ils jasent un petit peu. Fait que quand j'ai vu ça, ça m'a tout de suite dit OK, next time, ça va être
cette équipe-là qui va être avec moi. Donc, je conserve Pat qui va être qui va être le gars qui va tout dire les commandes. C'est lui qui va m'allumer, qui va savoir quoi faire avec moi comme d'habitude. Puis il y a Henry qui me voit tous les jours aussi dans le gym, qui va pouvoir rajouter sa touche là, quand on va en avoir besoin. Puis j'ai Julien qui va être là comme il fait toujours bien les choses aussi là, pour vraiment tout englober ça, cette partie-là dans mon Fight Week. Fait que non, je suis vraiment, vraiment content d'avoir ça avec moi, là, cette équipe-là. Puis ce qui est le fun, c'est il va y avoir 2 autres gars aussi du Sanford qui vont performer cette soirée-là. Donc, on va être une belle équipe qui va être présente sur place à Vegas dans une semaine. Là. Moi, tu me parles un peu de la stratégie que tu vas affronter parce que Njokuani, c'est un grand combattant, 6 pieds 3, un kickboxer. T'es un brawler, moi j'appelle ça un brawler technique quand même. T'es pas juste un brawler qui garoche, t'es un brawler qui sait comment se battre debout, t'as une bonne technique de boxe, t'es quelqu'un qui est un gros avantage au niveau de la condition physique aussi. Je pense que ça a toujours été une de tes grandes forces, le volume de coups lancés. Est-ce qu'on continue avec la formule gagnante ou si à cause de l'adversaire, à cause de son style, on change un petit peu l'approche? Je reste fidèle à qui que je suis. Ça fait longtemps que j'ai un arsenal en dedans de moi que j'ai hâte de pouvoir démontrer. C'est sûr que en combat, c'est souvent les instincts, puis ça dépend aussi ce que l'autre te propose, ton partenaire de danse, on peut dire. Puis oui, c'est sûr qu'on s'attend à ce que c'est un gars qui va vouloir probablement être un peu évasif et vouloir me toucher, s'en aller, travailler dans des angles un peu plus flashy, on peut dire. Puis il va vraiment falloir que je sois alerte. À n'importe quoi qu'il va pouvoir lancer venant des 2 côtés. On sait qu'il a une bonne jambe arrière, on sait qu'il est bon avec ses genoux, puis mais moi de mon côté, c'est pas quelque chose qui va me. Ce sera pas quelque chose d'inconnu. J'ai déjà vu ça, des gars de ce style-là. Moi puis Patrick Marcel puis les gars de chez Patnaud, on a un style aussi de striking qui est assez particulier, qu'on va pouvoir nous autres aussi mettre en application. Puis j'ai pas l'intention d'aller embarquer dans son jeu. Il va sûrement vouloir essayer de m'endormir et m'embarquer avec lui pour qu'on travaille à distance, à distance de points ou quoi que ce soit. Moi, je m'attends vraiment là, un peu à la Francis Ngannou là, qui a surpris beaucoup de personnes là, en fin de semaine. Démontrer là, que mon jeu aussi au Sanford au niveau de la cage, au niveau des takedowns, au niveau du ground and pound, c'est vraiment amélioré. Nkwani, c'est un gars qui n'aime pas se faire frapper, il n'aime pas être à le reculon. Moi, j'ai une bonne rafale quand c'est le temps d'aller me coller, rentrer un peu plus dans le dirty boxing. Fait que, on continue là-dedans, sauf qu'on va rester alerte, on regarde où ce qu'on frappe. Du moment que je vais avoir pris la première bouchée, puis je vais être capable de filer un peu plus sa force physique, qu'est-ce qu'il a à offrir. Je me gênerai pas là, d'essayer de le brasser, l'amener à terre, embarquer par-dessus, puis faire du gros dommage. Puis si on se relève, on va recommencer. Puis je suis prêt à grinder dans ce combat-là. Je suis prêt à prendre des coups. Je sais qu'il va être sûrement sharp le premier round. Mais comme vous avez dit, moi, ma condition physique, puis encore là, je suis encore dans une meilleure forme que je l'étais dans mes derniers combats. Fait que la power bar, elle va être forte jusqu'à la fin s'il faut qu'on se rende loin. Mais on reste fidèle à ce qui fonctionne bien, puis on va juste pouvoir rajouter ce qu'on a maîtrisé depuis un bout. Là. Bref, du Marc-André Barriault 101, ce à quoi tu nous as habitués. Et juste pour les gens à la maison, peut-être faire une petite bio là, de Shidi Njokuani. On en parle depuis tantôt, mais c'est un gars de 33 ans. Il va faire ses débuts à l'UFC, mais comme Marc-André a dit, on peut pas le considérer comme une recrue vraiment, là, parce qu'il y a 28 combats d'expérience, ça va être son 29e. Écoutez, il a battu des gars comme Alan Jouban, Max Griffin, André Fialio, qui a fait ses débuts à l'UFC cette fin de semaine. Melvin Guillard aussi, il l'a battu, puis comme Marc-André t'a dit, il s'est battu pour le titre chez Bellator contre l'ancien champion Rafael Carvalho. Il avait perdu. Mais c'est ça, tu peux pas te permettre d'approcher ce combat-là en te disant un petit combat facile, il me donne un gars qui vient d'obtenir son billet pour l'UFC avec sa victoire à Dana White Contender. Là. Non, vraiment pas. Puis il y en a pas de facile. Moi, chaque combat, je vais les approcher jusqu'à la fin de ma carrière comme si c'était le dernier. Je veux vraiment pas me mettre dans une zone de confort. Peu importe la série de victoires, quoi que ce soit, j'ai besoin à chaque fois de focusser sur moi-même, ce que moi je peux apporter. Cette fois-là, j'ai un grand striker devant moi qui a de l'expérience, qui est bon dans ce qu'il fait. Moi, j'ai l'intention d'amener ça à un fight de MMA. C'est bien beau son striking, qui va probablement être bon avec son jab, sa jambe arrière, ses genoux. Mais quand Marc-André commence à faire un fight de MMA, je le vois tous les jours dans le gym, même des gars de haut niveau qui sont bons, même des gars dans l'UFC. Ils n'aiment pas ça, ma pression. Ils n'aiment pas quand ça commence à être un peu moins propre. C'est efficace, ça brûle. Puis moi, je sais que je suis capable de conserver ça longtemps. Il ne faut juste pas
j'appelle ça piler sur une peau de banane, là, le coup que tu vois pas venir, qui va t'ébranler ou quoi que ce soit. Fait que toujours rester alerte dans tout ça, mais pas oublier qu'est-ce qui fonctionne bien pour moi, puis amener les gars dans ma game à moi, ça veut dire quelque chose qui est épuisant, qui vont trouver ça difficile. Je roule avec des gars qui sont plus gros que moi, des gars de 205, des gars de 225 livres, puis les gars, je trouve que physiquement, j'ai quelque chose qui fait en sorte que je suis capable de même les brûler, même si ils sont plus gros que moi. Fait que je continue à miser sur cette force-là. Puis ça va juste, après moi, encore plus être payant. Puis tant mieux parce que c'est un gars qui est connu, fait que ça va encore plus me faire probablement ouvrir des yeux sur moi après que j'aie fait la performance que je veux faire dans la cage, le 5. Là. Ouais, justement, t'as-tu une autre question, Pat? Ouais, ben écoute, je voulais avoir ton input ou ta pensée sur le combat de championnat du monde de ta catégorie de poids qui s'en vient prochainement. Warren Whittaker face à Adesanya, de la revanche. Comment tu vois ce combat-là arriver? Ben, c'est sûr que les deux gars se sont déjà affrontés, donc comme tout bon combat revanche, là, ils savent un peu à quoi s'attendre. Sauf que c'est un nouveau combat, donc je suis pas mal sûr que Adesanya, c'est un problème à résoudre. Il n'est pas invincible, c'est sûr qu'il est très bon dans ce qu'il fait. Encore là, lui aussi, un bon combattant debout qui est très créatif. Mais on a quand même vu quand il a monté de catégorie de poids qu'il y avait des lacunes. Puis je pense que ça l'ouvre la porte à certaines choses que les gars peuvent utiliser ou capitaliser là-dessus. Fait que je m'attends à ce que Whittaker, probablement, qu'il ne fasse pas la même erreur de vouloir embarquer dans le jeu de danse à Adesanya. Je pense qu'il va peut-être grinder, un peu comme moi je vais approcher mon combat. Essayer de l'épuiser, de l'amener contre la cage, être capable de mixer, vraiment saisir les opportunités quand que les gars ils vont se séparer du clinch, peut-être le petit coup de pied ou le petit crochet en sortant qui peut ébranler. Mais il faut qu'il reste alerte parce qu'Adesanya peut toujours sortir un lapin de son chapeau puis gagner ça. Mais ça va être excitant. Là. Je vois vraiment ça là, comme une approche comme que moi j'entreprends là, pour une semaine avant ce combat-là. Là. Ça va être la semaine suivant ton combat, donc ça se passe le 12 février, l'UFC 271 du côté de Houston. La revanche entre Israël Adesanya, le champion, et l'aspirant Robert Whittaker, qui est un ancien champion également. Marc-André, merci énormément d'avoir pris ces quelques minutes avec nous. Grosse semaine de préparation pour toi, la dernière. Tu te diriges ensuite du côté de Las Vegas. Ça va se passer à l'Apex le 5 février. Et bien sûr, ça sera présenté sur les ondes de RDS. Marc-André, encore une fois, merci et bonne chance pour ton combat. Let's go! Let's go! C'est ça, merci les boys. Content de vous avoir parlé aujourd'hui. Vous autres aussi. Bye. Ciao. Alors, Pat, Marc-André Barriault qui aura la chance de commencer 2022 du bon pied. Je connais pas vraiment Njokuani, là, mais on en a parlé amplement. Est-ce que c'est un style, selon toi, qui peut, que Marc-André peut solutionner, surtout que, en tout cas, il a l'air confiant, et surtout, comme il dit, il peut trouver des partenaires d'entraînement qui vont lui ressembler. Là, c'est le gros avantage d'être en Floride présentement. Le problème quand tu t'affrontes un combattant comme Njokuani, c'est si tu lui laisses prendre le rythme du combat, il va te manger tout rond. Donc, si tu le fais avancer, c'est là qu'il va être à l'aise parce que c'est un kickboxer, il lance des grosses mains arrière, des grosses jambes arrière surtout, les genoux vers l'avant. Mais aussitôt que tu commences à faire reculer ce genre de combattant-là, tu viens d'anéantir complètement son jeu. Donc, tu ne peux pas frapper avec puissance avec un coup de pied quand tu recules. Tu ne peux pas y aller avec des gros coups de genoux quand tu recules non plus. Et ça, c'est la grosse force de Marc-André Barriault. C'est la pression. Il est capable de prendre un coup, mais il est capable d'en donner 10 quand il en reçoit un. Donc, le volume de coups lancés aussi. Marc-André, c'est un combattant que tu ne veux pas affronter. Parce que tu sais que ça va être dur. Tu sais que tu vas être fatigué. Tu sais que tu vas frapper et qu'il ne tombera probablement pas. Donc, tu sais, mentalement, c'est très difficile d'affronter Marc-André Barriault parce qu'il a une condition physique exemplaire, il n'est jamais fatigué. Puis même quand tu penses qu'il est fatigué, ben toi, tu vas l'être encore plus. Fait que, tu sais, c'est ça le problème quand tu affrontes Marc-André Barriault. Puis je pense maintenant, avec l'équipe qu'il y a là, je pense qu'il est capable de plus s'entourer pour avoir une meilleure stratégie globale et d'avoir plus d'outils dans son coffre présentement, comme il dit. Il dit, regarde, moi, je peux l'amener à terre, travailler en gros ground and pound. Tu sais, ça, c'est des nouvelles facettes de son jeu qu'on n'a pas nécessairement, on l'a peut-être déjà vu, mais on ne l'a jamais entendu dire que peut-être ça va être ça, sa stratégie. Donc, c'est sûr qu'avec son style, il va toujours vers l'avant. Il va trouver une façon, à un moment donné, d'être proche
puis d'essayer de travailler justement sur cette facette-là. Ça me fait penser, on a vu Calvin Kattar contre Giga Chikadze il y a 2 semaines, puis c'est vraiment ce que Kattar a fait, la pression pour empêcher le kickboxer Chikadze de lancer ses gros coups de pied. Donc un peu un copier-coller de ça là, que Marc-André devrait faire peut-être la semaine prochaine. Donc congé de l'UFC en fin de semaine, pas de gala, mais le prochain, le 5 février, en direct de l'Apex. La finale, ce serait Jack Hermanson contre Sean Strickland. Marc-André contre Njoku. Ce sera en sous-carte sur les ondes de RDS. Pat, on va revenir sur l'UFC 270 maintenant. On le disait d'entrée de jeu, 2 combats de championnat du monde. Et il y a peut-être des gens qui ont trouvé que c'était pas super excitant. Les deux finales, appelons-les comme ça, ou les 2 combats de championnat. Commençons par chez les lourds. C'était peut-être pas excitant parce qu'on aime ça, les gros knockouts, et c'est ce à quoi Francis Ngannou nous a habitués, mais le gars s'est quand même battu sur une jambe. On a appris qu'il était blessé par la suite. A été capable vraiment d'adapter sa stratégie. Peut-être après avoir perdu les 2 premiers rounds, il nous a sorti, a lutté en fait contre Cyril Gane. Il a dominé dans cet aspect-là, qui était sa faiblesse il n'y a pas si longtemps. Donc je pense qu'il faut quand même vraiment lever notre chapeau à Francis Ngannou, qui a offert une grosse performance contre un adversaire très dangereux. Ouais, écoute, au premier round, c'est pas parce qu'il l'a pas essayé. Hein. Il est rentré avec beaucoup de pression, puis il voulait faire mal rapidement à Cyril Gane. Gane qui se déplaçait constamment. C'est ça sa stratégie. On savait que ça allait arriver. Probablement. Il ne veut pas rentrer dans une guerre coup pour coup. Et techniquement, oui, il a gagné les 2 premiers rounds. Et on l'a vu sur les. On l'a vu également sur les cartes des juges qui avaient remporté les 2 premiers rounds aussi. Et par la suite, oui, il y a eu un amené au sol au 3e round qui a comme changé l'allure du combat, le rythme du combat. Ça semblait fatiguer énormément Cyril Gane parce qu'après le premier round, on voyait quand même que... On se disait que c'était Ngannou qui était fatigué. Ouais. Exactement. Donc là, tu sais, tu as 255 livres, 260 livres par-dessus toi qui sait où mettre son poids. Donc, c'est très, très difficile pour Gane en dessous. Les 4e puis 5e round. 4e, ça a été l'avantage de Ngannou, là, il y a eu des bons amenés au sol. Puis 5e round, honnêtement, Cyril Gane a perdu le combat par sa faute. Une mauvaise décision au mauvais moment. Y aller pour une clé de cheville qui est un taux de réussite très minime. Mais dans sa tête, lui, il a déjà gagné à l'UFC avec une clé de cheville. Donc, écoute, c'est peut-être ça qui s'est passé. Mais tu ne perds pas une position pour une soumission en arts martiaux mixtes. Quand tu es sur le dessus, tu as l'avantage de pouvoir frapper. C'est pas un combat de jiu-jitsu brésilien, c'est un combat d'arts martiaux mixtes. Donc, tu restes sur le dessus, surtout au 5e round, dans un combat serré. Ouais. Surtout, je sais pas s'il avait perdu les 4 premiers rounds, là, tu essaies un Hail Mary, tu essaies quelque chose. Mais là, c'était tellement serré. Le 5e round, c'était décisif. Il faut que tu restes sur le dessus. Tu travailles en ground and pound, puis je suis pas sûr que Ngannou aurait été capable de se relever. Mauvaise décision qui lui coûte le combat, qui lui coûte le titre. C'est dommage pour Ngannou. C'est dommage pour Gane. Mais ouais. c'est à 80% sa faute. Parce que l'autre 20%, il y a quand même Ngannou qui a essayé un scissor sweep. Mais ça a marché parce que les jambes de Cyril Gane étaient proches l'une à côté de l'autre parce qu'il voulait y aller avec la clé de cheville. Mais sans cette tentative-là, Cyril Gane reste sur le dessus et à mon avis, ça va avec la victoire. Chapeau à toi d'ailleurs de l'avoir vu live. Ça va vite, ça va au sol. Quand tu n'as pas l'œil aiguisé, tu peux le manquer rapidement la position, mais toi tout de suite tu l'as vu. Donc encore une fois, bravo. Tu ne cesses de nous épater. je sais que je le dis souvent. Mais... Non, mais je veux dire, c'est quand même, c'est parfois subtil, mais donc bravo de l'avoir vu. Puis comme tu as dit, mais je pense que Cyril Gane, il va s'en rendre compte aussi. Il l'a sûrement déjà regardé, mais il va le revisionner le combat aussi. Il l'a écrit sur ses médias sociaux. Là, je veux dire, c'est pas la fin pour lui. Puis c'est un combat où il va apprendre énormément, j'ai l'impression. Hein. Ben oui, écoute, 5 rounds en combat de championnat du monde, c'est sûr. Je pense qu'il a été très hésitant dans ses attaques après la première amenée au sol au 3e round. Là, c'était sous un coup de pied, si je me souviens bien. Il a fait voler dans les airs complètement. Et, je pense que ça l'a mis un doute dans la tête. Mais les 2 premiers rounds, il travaillait en combinaison, il circulait, ça allait super bien. Là. Puis d'un fois, on disait, OK, mais pourquoi il continue pas? Mais la crainte de la puissance d'Ngannou, écoute, ça l'affecte tout le monde. Et peu importe, même s'il connaissait depuis très longtemps, il ne voulait pas se faire pincer, il ne voulait pas se faire toucher. Donc, puis avec raison, là, je ne peux pas y en vouloir, on s'entend. Là. Mais écoute, c'est ça qui est arrivé. Puis, regarde, ce combat-là se résout à 2 choses. L'amélioration de la lutte
de Francis Ngannou, vraiment, qui a dérangé le style. Et je comprends vraiment pas, par exemple, ce que Cyril Gane a dit. Elle dit c'est vraiment là-dessus qu'il nous a surpris, c'est vraiment là-dessus qu'il est allé chercher le combat. Moi, je comprends pas ça. Tu sais, je veux dire, il s'entraîne avec, tu vois, qu'il y a Kamaru Usman dans son coin. Tu sais, il y a une recherche que tu sais sur ton adversaire s'il a changé. Tout le monde le savait. On en a parlé, nous. On en a parlé avant que le combat commence, que ça aurait pu être une clé de la victoire, la lutte. On ne peut pas croire que son équipe pensait pas à un moment donné qu'elle allait s'essayer de lutter. Là. Donc, si on pensait pas ça, on a passé à côté de la traque, puis pas à peu près. Là. Donc, ça, c'est le premier point. Puis, deuxième point, ben, encore une fois, l'erreur de Ngannou au 5e round. L'erreur de Cyril Gane au 5e round. OK, parlons de la situation contractuelle de Francis Ngannou. C'est un gros point d'interrogation. C'était un sujet avant le combat. Ça l'est peut-être encore plus maintenant qu'il a gagné la ceinture. Là, c'était le dernier combat de son contrat, mais il y a une clause dans les contrats de l'UFC qui est la clause du champion. C'est-à-dire qu'un champion ne peut pas se défaire de son contrat avec l'UFC. Un combattant ne peut pas se défaire de son contrat s'il a la ceinture. Il est encore sous contrat pour 3 combats. C'est ça. Il peut prendre sa retraite. Mais il ne peut pas négocier avec une autre organisation parce que l'UFC a le droit de regard pendant au moins 1 an, sauf erreur. Ngannou, là, 5 ans? OK. C'est bon. Ouais. Merci. C'est quand même une bonne précision à apporter. Ngannou l'a dit en entrevue à MMA Awards, du collègue Ariel Helwani, en fait, il a répété ce qu'il avait dit avant, là, ne veut plus se battre sur le contrat actuel de l'UFC, qu'il paye aux alentours de 500 ou 600 000 par combat. Je trouve que c'est nettement insuffisant. Va garder la ligne dure, lui, de son côté. Et l'UFC n'a pas nécessairement l'habitude de céder non plus. Et là, on voit que ça va pas du tout avec Dana White. Dana White qui était même pas là pour donner la ceinture du champion. Ça vous montre à quel point les deux clans sont loin. Quelle est ta lecture de cette situation-là, Pat? Je vais juste rectifier parce que peut-être qu'il y en a qui vont me contredire sur le 5 ans. C'est si tu prends ta retraite et t'as encore des contrats sur ton combat. Surtout le contraire, tu as encore des combats sur ton contrat. Là, si tu essaies de revenir pendant 50 ans, l'UFC a droit de regard sur ton retour. Si tu prends ta retraite, tu n'as plus de contrat, plus de combat sur ton contrat, ben c'est la même affaire. Là, je veux dire, si tu vas revenir, tu vas aller où ce que tu veux. Sauf que là, c'est ça. Là, lui est champion. Fait que, peut-être tu as lu ça quelque part 1 an, vu que lui est champion, il n'y a plus de contrat, peut-être cette clause-là, ça dure 1 an. Ben, en fait, c'est ça, c'est ce que j'avais lu, c'est 3 combats ou 1 an. Donc, on s'entend qu'il ne se battra pas il se battra pas 3 fois en 2022. Là. Donc, ce serait plus 1 an de son côté. Il faudrait qu'il soit inactif complètement pendant 1 an. En plus, qu'il est blessé, là, ça lui donne une excuse. C'est peut-être pas le mauvais blessé. En plus, qu'il veut boxer, mais s'il veut boxer, ça prend la permission. C'est ça. Son contrat ne le permet pas. Là, et honnêtement, je souhaite pas voir Fury contre Ngannou. Le portefeuille de Francis Ngannou souhaite voir ça. En tant que partisan, on ne le voit pas. Mais... La fierté d'Ngannou ne veut pas voir ça. Il va se faire démolir. Il va faire rire de lui. Honnêtement, là, oui, il y a de la puissance, mais techniquement, oublie ça. On est des années-lumière de Tyson Fury. Beaucoup trop lent. Ben oui, mais c'est pas un boxeur. C'est ça. C'est un combattant d'arts martiaux mixtes qui a de la puissance. C'est pas un boxeur. C'est 2 sports complètement différents. C'est comme si tu amènes Floyd Mayweather faire des arts martiaux mixtes. Je te dirais que le premier coup de pied, il va se faire dans les jambes, il en trouvera pas drôle. C'est la même chose quand tu fais le contraire. C'est 2 mondes complètement différents. Fait que c'est ça, mais tu sais, c'est tout le temps une question de gros sous, c'est une question de contractuel. Puis c'est sûr que Ngannou est représenté par la firme qui est la rivale numéro 1 de la firme qui représente l'UFC présentement. IMG, l'UFC, CAA, Ngannou. Donc c'est sûr qu'il y a des grosses frictions là-dedans. Ah, exactement. Donc, moi, ça en dit long sur le fait que Dana White n'ait pas voulu donner il a donné la ceinture à Figueiredo, il a quitté pour le championnat des poids lourds. En tout cas, je ne sais pas s'il a regardé le combat, mais il n'était pas là pour la remise de la ceinture à Francis Ngannou. C'est Mick Maynard qui est allé dans l'octogone. Dana White ne s'est pas présenté à la conférence de presse d'après-combat. Il ne fait jamais ça. Ça en dit long vraiment sur la friction entre les 2 clans. Est-ce que Francis Ngannou est assez populaire? Est-ce que c'est une assez grosse attraction pour tenir son bout contre la grosse machine de l'UFC, Pat?
Ben, c'est sûr que s'il y avait eu une finition, il y aurait eu beaucoup plus de pouvoir de négociation. Là. Ça a été un combat. Ça a été un combat quand même terne. Et je veux dire, c'est pas passé grand-chose dans ce combat-là. Oui, on a vu Ngannou s'améliorer au niveau de la lutte, mais à part ça, ça a été moyen. Là, fait que je pense que il aurait fallu peut-être avoir une grosse finition, un gros statement, un gros highlight. Et là, après ça, ça a été facile d'avoir ce qu'on voulait. Là, avec une performance de même, il a gagné. J'ai y en a qui vont dire que je suis dur avec ça, mais moi, je suis pas dur avec Francis Ngannou. Je sais comment que la business marche. Fait que c'est juste ça que je vous parle. Je vous parle de la situation présentement. C'est sûr qu'avec une performance comme ça, au niveau négociation contractuelle, puis blablabla, écoute, ça va revenir sur la table. On va dire, regarde, t'as même pas été capable de finir la série de Gann, puis là, il va dire, ouais, moi, je suis sur une jambe. Who cares? L'UFC, il s'en fout qu'il s'est battu sur une jambe ou pas. Là. En tout cas, ça va être un sujet vraiment qu'on va suivre en 2022, la situation de Francis Ngannou avec l'UFC. John Jones qui est en coulisses, qui attend peut-être un gros combat. Non, là, ça commencerait à être temps qu'il arrête de tweeter et qu'il se batte. Là. Honnêtement, là. Puis qu'il arrête de faire des niaiseries, puis qu'il arrête de battre sa femme, puis qu'il arrête, à un moment donné, là, c'est beau le tweeter, là, mais ça se transforme en keyboard warrior, puis ça, c'est les keyboard warriors, on les connaît pas mal. Ouais, on en a déjà parlé, c'est pas tes préférés. Et John Jones, c'est pas ton préféré. On s'entend. Donc, bref, à suivre tout ce dossier, mais Francis Ngannou qui est encore le champion poids lourd de l'UFC. Est-ce que c'était sa dernière sortie dans l'octogone? On verra. Deiveson Figueiredo contre Brandon Moreno, un combat qu'on avait très hâte de voir, qui ne nous a pas déçus. Ça a été un jeu d'échecs entre les deux poids mouches. Un combat très technique. On ne cédait pas un pouce de part et d'autre. On attaquait des attaques calculées également. Ultra serré. Moreno a dit qu'il estimait qu'il avait gagné ce combat-là. Sur ma carte aussi, j'avais Moreno, mais je veux dire... C'était vraiment serré et j'ai rien contre la décision 3-2 contre Figueiredo. J'ai l'impression que Figueiredo a été juste plus tactique, plus intelligent dans son approche. Puis Brandon Moreno n'a pas pris assez de risques. Il aurait dû essayer de lutter, aller dans ses forces. Là. Il s'est contenté de boxer. Il a lutté au 5e round. C'est ça qui est arrivé. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui a coûté aussi. On a vu Figueiredo arriver avec des fins de lutter, plus d'outils. On l'a dit, hein, le 3e combat, il faut que tu trouves quelque chose pour surprendre ton adversaire, parce que les deux ils se connaissent super bien. Ce que Moreno n'a pas fait. Moreno a été les 4 premiers rounds, pareil, du début à la fin. Au 5e round, là, il a décidé de lutter, puis il a réussi à l'amener au sol. Donc ça, c'est quelque chose qui a manqué, je pense. Mais dans tout le combat, Figueiredo, on a vu un Figueiredo différent du premier et du 2e combat. Ce qu'on n'a pas vu de Moreno, Moreno a été pareil. Donc c'est ça la petite différence. Écoute, il y avait une grosse différence de poids aussi. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas voulu lutter trop vite pour se fatiguer. Écoute, la soirée du combat, Figueiredo pesait 146 livres. Ça, c'est 15% de son poids qu'il aurait pris. Je vous rappelle qu'il se pèse à 125. Là. Et du côté de Moreno, on est à 136. On avait un 10 livres de différence la soirée du combat. C'est énorme. Donc, surtout dans ces petites catégories de poids-là. C'est ça. Et voilà. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, visuellement, il est arrivé face à Figueiredo. Il dit OK, ben, je veux pas me brûler à lutter, mais ça lui a coûté le combat. À mon avis, c'est ça que ça lui a coûté. Parce que les 4 premiers rounds, il a fait la même chose pendant les 4 premiers rounds. Ouais. Même affaire. Tandis que Figueiredo est arrivé, pour aller prendre la jambe, pas pour ramener le combat au sol, juste pour faire penser à d'autres choses à Moreno. Puis je pense que c'est à cause de ça qu'il a remporté le combat. Ouais, effectivement. Et Deiveson Figueiredo, même chose, il faut lui lever notre chapeau. Il avait dit qu'au combat précédent, au 3e, il est arrivé, il n'était pas dans son assiette, beaucoup de distractions chez lui au Brésil. Il est devenu propriétaire d'un gym notamment, donc il dit je m'entraînais presque plus, j'étais rendu juste un gestionnaire. Mon équipe m'avait dit que c'était pas une bonne idée là, de me lancer dans cette business-là. À ce moment-là, je les ai pas écoutés et finalement ça m'a peut-être j'étais arrivé fatigué, j'étais arrivé pas dans mon assiette, mes séances d'entraînement n'étaient pas optimales à cause de tout ça. Fait que ce qu'il a fait, il a vu un problème, il l'a immédiatement réglé au camp suivant, il s'est juste expatrié, il est allé dans une autre équipe, changement complet, sortir de sa zone de confort complètement. On a vraiment vu qu'il avait le couteau entre les dents, il était motivé. J'avais des gros points d'interrogation dans la semaine du combat, là, je le trouvais un petit peu trop justement
pas concentré, parce que je trouvais qu'il était pas concentré. Il essayait de rentrer dans la tête à Moreno, puis on en parlait avec Valérie aussi samedi soir, puis ça me donnait l'impression que c'était lui qui était pas concentré, puis que c'était Moreno qui était dans sa zone. Mais finalement, arrivé le soir du combat, c'était le contraire. Deiveson Figueiredo était vraiment, vraiment dans une zone et il l'a prouvé. Donc, est-ce que ça met la table, Pat, pour un 4e combat entre les deux? Quadrilogie. Ouais. Je sais pas si ça se dit, mais écoute, je pense que les deux le veulent. Les fans le veulent. Parce que, tu sais, après ça, c'est qui? Tu sais, Pantoja qui est là. Il y a un combat qui va se faire bientôt. Je me souviens plus c'est quoi les deux noms. C'est ça. Il y a Askar Askarov contre Kai Kara-France. Askarov qui est 2e dans les classements. Donc, le 26 mars, Kai Kara-France qui est 5e. Donc, ça, c'est un duel important pour les classements. Pantoja devait initialement être en championnat du monde là, cette fin de semaine. Ça devait pas être Figueiredo là, au tout début. Ça devait être Alexandre Pantoja, mais il s'est blessé. Donc, je sais pas, il en est où dans sa remise en forme. Est-ce que c'est lui qui pourrait obtenir une chance? Moi, j'irais peut-être dans cette année-là parce que je sais pas, est-ce qu'on peut peut-être essouffler les amateurs, essouffler aussi l'intérêt là, avec 4 combats consécutifs. Déjà 3 consécutifs, c'était une première. Je sais pas, c'est mon opinion. Ça dépend comment que les combats vont. Hein. Je pense que ça a tout été vraiment le fun, ces combats-là. Puis il y a une espèce de sentiment d'attachement vers Moreno aussi. Le monde va suivre Moreno, ils veulent qu'il revienne champion. Puis c'est rien contre Figueiredo, mais de dire un des favoris de la foule, c'est Moreno avec son histoire. En plus, là, il a changé son fusil d'épaule un peu, là. Mais en plus, Figueiredo a mentionné qu'il voulait aller défendre son titre au Mexique à la place de Moreno. Puis là, après ça, là, il change de sujet un peu. Oui, finalement, il s'est rendu compte que sur le coup de l'émotion, c'était peut-être pas une si bonne idée. Il dit finalement, si je m'en vais au Mexique avec Henry Cejudo, on reviendra peut-être pas. Fait que, il dit, j'aurais peut-être mieux défendre mon titre au Brésil. Fait que, je sais pas, mais regarde, moi, je suis partant pour un 4e. Absolument. Okay. Bien plus que contre le gagnant de Kai Kara-France puis Askar Askarov. On me souffle à l'oreille que 4 combats, c'est une tétralogie. Donc, je ne savais pas non plus. Donc, vous aurez appris un nouveau mot aujourd'hui à Dans la cage. Tétralogie. On risque d'en reparler, Pat, garde ça en tête. Oui, tétralogie. Donc, à suivre pour ce qui va arriver dans cette catégorie-là, mais chapeau à Deiveson Figueiredo. Nouveau champion, 2e règne pour lui qui débute chez les 125 livres. Un mot sur Michel Pereira contre André Fallio. Pereira, un des favoris de la foule, toujours. Contre un cogneur portugais, Fialho, qui en était à ses débuts à l'UFC. Honnêtement, plus je regarde ça, je sais pas si l'UFC l'a mis dans une position là, premium, là, très avantageuse pour lui. Sur la carte principale, juste avant les 2 combats de championnat, on a voulu vraiment montrer Michel Pereira au public. Mais puis je le regarde combattre. Je veux dire, j'ai rien contre lui, c'est divertissant et tout, mais je pense pas qu'il a la trempe pour aspirer un jour à un titre là, quelconque à 170 livres. Oui, c'est quand même une belle séquence, 4 victoires de suite. Mais je pense qu'au premier round, on a vu comment battre Michel Pereira. C'est juste que son adversaire a manqué de jus à un moment donné. Il l'a laissé. Au deuxième round, il l'a laissé avancer à peu près 3 secondes. Et tout a changé à partir de là. Faut pas que tu laisses avancer Michel Pereira. Faut que tu le mets la pression. Toujours. Au premier round, il a fait exactement la bonne chose. Puis au deuxième round, il l'a laissé une fraction de seconde avancer. S'est fait pincer. Et après ça, il était sur pied reculant tout le long. Un qui pourrait peut-être aspirer, là on est loin, là, le gars n'est pas encore dans le top 15 ni rien, mais Saïd Nurmagomedov à 135 livres a été impressionnant, mais il est impressionnant depuis son arrivée à l'UFC. 4 victoires, 1 défaite, 3 victoires avant la limite, et là ça y a pris 45 secondes ou à peu près se défaire de Cody Stamann, un vieux routier, un vétéran, un gars solide, somme toute solide. Nurmagomedov a fait qu'une bouchée là. Ouais, ça a duré quoi, 47 secondes? 47, quelque chose de même. Puis on a vu tout là-dedans. On a vu ses qualités au niveau du combat debout, avec des coups de poing renversés, des coups de coude renversés. Après ça, il est allé avec une défensive, avec une Uchimata contre l'amener au sol de Stamann, fait la transition vers la guillotine, une guillotine extrêmement serrée. Ça s'est fait comme ça, là. Exact, avec ses longs bras, il est allé chercher son biceps, il s'est caché en arrière. Ça a pris. C'était impossible de sortir de là. Un coup qu'on était rendu à terre, c'était impossible. Faut que tu réagisses juste avant, mais ça s'est fait tellement rapidement, comme tu dis, que ça s'est serré. Écoute, c'est plat de perdre en 47 secondes, là, parce que, tu sais, Stamann s'est pas fait faire mal. Là. Fait que, ça, c'est encore plus
dur à prendre. Est-ce que tu dis, OK, ben, au moins, il m'a pincé ou quoi de même, mais là, non. Il s'est fait passer une soumission en 45 secondes. Tu te dis, c'est dur à prendre sur l'orgueil, ça, pas à peu près. Ah ouais, puis c'est 3 défaites de suite pour Cody Stamann. Donc lui, sa carrière va pas dans la bonne direction, malheureusement pour lui. Un gars qui était, il n'y a pas si longtemps, dans l'élite là, des 135 livres, dans le top 10 à tout le moins. Et on peut voir que rapidement, ça peut dégringoler. Deux jeunes combattants qui ont été impressionnants. Michael Morales, 22 ans, qui a passé un gros KO au premier round à Trevin Giles. Et Jack Maddalena, 25 ans, d'Australie. Également gros KO au premier round contre un autre jeune invaincu, Pete Rodriguez. Morales, plus patient, et ça lui a pris... Il a trouvé l'ouverture, ça lui a pris un coup de poing, et après ça, a été opportuniste et a sauté sur sa proie. Du côté de Maddalena, j'ai beaucoup aimé sa technique de boxe. Tu vois que c'est un gars qui je sais pas s'il est capable d'en finir avec un seul coup de poing, mais très solide techniquement. Donc deux gars à surveiller, Pat. Oui, puis c'est surtout leur âge. Je dis 22, 25 ans, c'est des beaux prospects. Écoute, on l'a vu, là. Moi, ça m'impressionne. Il y avait une fille aussi qui avait 22 ans sur cette carte-là. Ça m'impressionne, moi, les jeunes qui arrivent Elle a perdu. début. Oui, mais quand même, début vingtaine, qui arrive à l'UFC, tu vois comment est-ce que le sport est rendu, là, parce qu'il faut que tu commences de plus en plus de bonheur pour te rendre à l'UFC en début vingtaine. Là. Donc, le sport est en pleine santé. Là, veut pas. Là, je dis pas que les conditions sont en pleine santé pour les combattants, mais le sport est en pleine santé, encore une fois, en pleine évolution. Quand tu vois qu'il y a des jeunes en début vingtaine qui sont capables de se rendre à ce niveau élite-là, c'est parce que ça fait un petit bout qu'ils en font. Je veux t'entendre un mot sur la situation de Charles Jourdain contre Ilia Topuria. Je vous rappelle que Charles Jourdain n'a pas pu se battre cette fin de semaine puisque son adversaire, le Géorgien Topuria, a eu des problèmes le vendredi au niveau de sa pesée, a dû se retirer, problèmes médicaux. Il avait été très arrogant la veille en disant qu'il allait faire qu'une bouchée de Charles Jourdain, qui n'avait pas d'affaire dans le même octogone que lui. Puis il avait dit aussi quelque chose du genre... Charles Jourdain est un remplaçant de dernière minute, en parlant de son adversaire initial qui était tombé malade, qui avait eu des problèmes médicaux et qui avait dû se faire remplacer à 10 jours d'avis. Il avait dit je considère que c'est une défaite à son dossier, c'est pas professionnel, problèmes médicaux 10 jours avant le combat, je veux dire, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui arrive, lui, 2 jours plus tard? Problèmes médicaux à la pesée. Donc, quand on crache en l'air, parfois ça nous retombe sur le nez, mais Charles, dans tout ça, c'est crève-cœur pour lui. A été compensé par l'UFC. On n'a pas les détails, mais il y a eu compensation. Son agent me l'a confirmé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Charles a gagné des points malgré tout auprès de l'UFC, en levant la main, en se rendant à l'Anaheim, en faisant l'exercice pour lui-même et tout ça. Donc, ta vision de toute la situation, Pat? Écoute, c'est presque juste du positif pour Charles Jourdain. Je dis, il a démontré qu'il avait du cœur, qu'il était très audacieux, qu'il était là pour l'accompagner aussi. Veut pas, il a levé la main pour sauver un combat avec la compagnie. Puis, l'UFC ne voulait pas perdre Topuria, qui est sur toute une séquence, qui est un des rising stars présentement. Donc, Charles s'est levé sa main. Puis, Topuria, en plus, en parlant de son autre adversaire, comme tu t'en parlais tantôt, il disait aussi que, d'après moi, c'est parce qu'il était trop pesant, il ne sera pas capable de faire le poids. Là, il a dit aussi que non, mais moi, je peux faire 135 livres, les yeux fermés aussi. Si je décide de descendre, je vais descendre. Et là, si tu disais tantôt, quand tu craches en l'air, ça retombe sur le nez. Mais je veux dire, Charles, lui, a décidé de faire le poids quand même. Il n'a pas eu le droit de monter sa balance officielle parce que le combat a été annulé avant. Mais sur les réseaux sociaux, puis je pense que ça, c'est très intelligent de sa part, il a fait la coupe de poids, il a montré qu'il était à 145 livres. Il a dit, regarde, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire professionnel. Il n'était pas obligé de faire la coupe de poids. Il n'était pas obligé de faire ça pendant tout. Le combat était annulé. Mais il l'a fait pareil pour démontrer son sérieux. Ça, je lève mon chapeau. Puis, lui, il a réussi à faire le poids en 9 jours, tandis que l'autre est en camp d'entraînement depuis 2 mois. Puis, il n'a pas été capable de le faire. C'est une grosse tâche au dossier de Topuria. Honnêtement, c'est pas juste le fait qu'il a wipé, là, on appelle ça de même, vraiment au niveau de la coupe de poids, au niveau de ce qu'il avait dit aussi. Écoute, tout ce qui arrive, là, c'est vraiment négatif dans l'équipe de Topuria. Pour Charles, j'espère qu'on l'a compensé au moins avec son show money, donc sa bourse initiale qu'il était supposé avoir. Je le souhaite. Écoute, je sais pas parce que sa bourse initiale,
ça veut dire que ça serait un combat sur son contrat. Ce qui n'est pas arrivé présentement. Donc, je ne sais pas comment on l'a compensé. J'espère qu'on lui a donné sa bourse initiale. J'espère qu'on l'a compensé. Pas là, ce que les tests médicaux qu'il a fallu qu'il passe, puis tout que c'est le monde qui amène, il a fallu qu'il amène. J'espère qu'on lui a donné plus que ça. Puis je pense, honnêtement, je suis confiant qu'on l'a quand même bien compensé parce qu'il avait la main, il était un company man. Ça, l'UFC aime beaucoup ça. Sans entrer dans les détails, son agent m'a répondu, en fait, je peux pas rentrer dans les détails, mais Charles a été compensé sur son contrat, notamment. Donc, on aurait apporté certains ajustements à son contrat. Il a dit Charles est très heureux de la situation. Tant mieux. Cette affaire, c'est que comment ça marche, là? Comment ça marche, c'est que l'organisation va donner tout l'argent des bourses à la commission athlétique. La commission athlétique va payer les combattants. Et la commission athlétique devient responsable de la paie des combattants aussitôt que la pesée est faite. Donc, ça veut dire que la pesée est faite, le combat est officiellement entre les mains de la commission athlétique au niveau de la paie, au niveau du règlement, au niveau des médicaux. Si la pesée n'arrive pas, ça vient à la discrétion de l'organisation de payer ou pas, ou de compenser ou pas l'athlète. C'est pour ça qu'on ne peut pas savoir combien qu'il y a eu, on ne peut pas savoir c'est quoi les détails. C'est bien correct, c'est pas de nos affaires. Mais si tu me dis qu'il a été compensé, tant mieux. Puis il mérite juste pour le fait de s'avoir rendu là, d'avoir levé la main pendant que personne ne voulait affronter tout pour rien. On va prendre les derniers 5 minutes. Je veux t'entendre sur 2 sujets. Covington, Masvidal, on n'en a pas parlé la semaine passée. Je ne sais pas si ça avait été annoncé ou ça a été confirmé après notre dernier podcast. Pour la petite histoire, c'était l'UFC 272. Ça va être en finale. Il n'y aura pas de ceinture en jeu. C'est assez rare. C'est pas inédit, mais c'est assez rare qu'on fait une finale d'un gala télé à la carte où il n'y a pas de ceinture en jeu. Ce sera le cas, mais l'historique entre les deux gars, la popularité des deux fait en sorte que l'UFC est confiant de mettre cette finale-là. Je veux dire, ça, c'est un combat pour les fans, le Masvidal contre Covington. Mais c'est pas juste que les deux sont populaires, c'est l'histoire qui entre les deux aussi. Je veux dire, Covington a été à quelques reprises dans le coin de Masvidal, 2 anciens partenaires d'entraînement chez American Top Team, 2 gars qui étaient des amis, qui sont rendus des ennemis. Peut-être un peu plus à cause de Covington que Masvidal, mais bon, fait que, regarde, l'histoire est écrite, c'est facile de faire la promotion de ce combat pour l'UFC, puis c'est pour ça qu'on le met en finale de pay-per-view, parce que, écoute, on n'a pas besoin de mousser plus avec une ceinture. C'est déjà écrit, cette histoire-là. L'histoire de ce combat-là est déjà écrite pour la faire la promotion. Donc, l'UFC, il adore ça, ce genre de situation-là, parce que, écoute, le monde sait c'est quoi l'histoire là, entre les deux. Exactement. Il y aura peut-être la BMF là, qui va être en jeu. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler. Je pense qu'elle appartient encore à Jorge Masvidal, la ceinture du plus mauvais garçon. Mais ouais, c'est ça. La face de Pat Côté, il veut tout dire. Ceux qui font font juste nous écouter en audio, c'est un gros soupir. c'est ça qui l'a fait. C'est vraiment n'importe quoi. Ça faisait vraiment le WWE. Ouais. Cette ceinture-là, c'était ridicule. On ne l'a pas ressorti non plus. Hein. Il y a peut-être une raison. Je suis pas sûr que... J'espère. Laissez ça dans le garde-robe. C'est ça. Dernier sujet du podcast aujourd'hui. Et il y a quelques petites ramifications. Bon, l'UFC va être de retour en Angleterre. Ça va se passer le 19 mars. Sauf erreur, ça va être le premier gala à l'extérieur des États-Unis. Si on ne compte pas Fight Island, là, bien sûr, là, mais le premier gala international depuis le début de la pandémie, ça va se passer en Angleterre. Donc, bonne nouvelle d'une part, l'UFC recommence à voyager. On a annoncé un gala au Brésil aussi, Pat. Donc, tu sais, on commence à ressortir un petit peu, ce qui est une bonne chose. Peut-être qu'au Canada, on va croiser les doigts un jour, on va revoir l'UFC chez nous. Tom Aspinall contre Alexander Volkov en finale. Aspinall, poids lourd, un bon espoir chez les poids lourds. Peut-être que Francis Ngannou va être capable de regarder le combat et savoir c'est qui Tom Aspinall. Peut-être. Écoute, je pense que ça va être plaisant. L'UFC avait dit qu'elle allait y retourner en début 2022. Et finalement, on livre la marchandise. Encore une fois, l'UFC livre la marchandise. Je veux dire que t'aimes pas Banana White, mais ils ont tout le temps dit ce qu'ils allaient faire. Ils ont tout le temps fait ce qu'ils disaient aussi. Donc, regarde, c'est comme ça. Puis, on se ramasse à l'Arena, O2 Arena, ça va être jam-pack. Il va y avoir beaucoup d'Européens, beaucoup de monde de l'Asie aussi. Je ne sais pas si on va envoyer beaucoup d'Américains, là, tu sais, du monde de l'Amérique. C'est ça. Peut-être ça va être compliqué. Ça va être peut-être compliqué là, le voyagement, mais il va y avoir beaucoup d'Européens et du monde de l'Asie. Donc, Aspinall contre Volkov, pour la petite histoire, Ngannou, à la conférence de presse la semaine passée, s'était fait poser une question sur les
les nouveaux venus dans la division qui gravissaient les échelons. Le nom de Tom Aspinall était venu avait été posé dans une question, puis Ngannou semblait pas savoir qui c'est. Est-ce qu'il était sérieux ou est-ce qu'il voulait manquer de respect à Aspinall? Bon, votre opinion est aussi bonne que la mienne. Il y a un combat qui va m'intéresser. Pour nous autres, là, on travaille là-dedans puis on les connaît tous. Pour nous autres, c'est comme bizarre qu'ils ne connaissent pas. Mais la plupart des combattants là, que moi je connais, que j'ai côtoyés, là, je veux dire, c'est Matt Serra, là, j'ai posé des questions sur le gars dans la catégorie, tu as vu qu'il a gagné. Il y en a beaucoup, la plupart j'écoute jamais les combats. Ah ouais. Honnêtement, je l'ai appris en jasant avec d'autres combattants, puis la moitié, là, ou même plus que ça, ils n'écoutent jamais les combats, ou presque jamais, puis ils n'ont aucune idée c'est qui l'universitaire qui arrive. C'est ça. C'est sûr pour nous autres, ça a l'air bizarre parce qu'on travaille là-dedans, puis on a fait voyons donc. Mais la plupart, écoute, ils font deux affaires. C'est ça, c'est la fameuse discussion entre les hardcore fans puis les fans du dimanche, là, si on peut les appeler ainsi, ceux qui regardent seulement les gros galas, ou ceux qui regardent tous les combats de toutes les cartes, du début jusqu'à la fin, à tous les samedis, que leur vie tourne autour de ça. C'est ça. Il y a différents niveaux là, d'engagement là, chez les fans et chez les combattants aussi. Un combat qui va m'intéresser, Dan Hooker contre Arnold Allen. Dan Hooker qui va descendre à 145 livres. Ça va être spécial. Là. Ça va être spécial. Dan Hooker est un peu rendu dans un cul-de-sac là, à 155. Fait que, il a fait un test, il nous l'a montré sur ses réseaux sociaux. 145 livres, c'était faisable. Donc, j'ai hâte de le voir. Ça va être un grand 145 livres. Il va être un problème vraiment au niveau de son style à 145 livres aussi. C'est un bon test pour commencer à 145 là, face à Allen. Allen est classé 7e, mais ça va voir vraiment si la coupe de poids va vraiment l'hypothéquer pour le combat. Puis en terminant, il y a chez les Turcs là, qui nous avaient demandé sur Twitter de parler. Ils nous avaient posé 2 questions en fait. La situation contractuelle de Francis Ngannou, on en a parlé plus tôt, mais ils nous demandaient aussi Gunnar Nelson. Qui revient à l'UFC après 2 ans et demi, a signé son nouveau contrat. Je sais pas, moi aussi, le pire, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, je l'ai googlé, j'ai dit, putain, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Je me suis rendu compte, effectivement, qu'il ne s'était pas battu depuis 2019. C'était à Toronto, il avait perdu contre Gilbert Burns. Après ça, a quitté, mais apparemment, il avait plus de contrat avec l'UFC. Là, il a signé un nouveau contrat de 4 combats. Est-ce qu'il peut être encore il va se battre sur cette carte-là de Londres. Gunnar Nelson contre Claudio Silva, un autre spécialiste du Jiu-Jitsu. Il a gagné une fois ses 4 derniers combats. Tu regardes quand même, c'est tous des top 5, là, c'est 5 derniers combats, je pense. C'était pas sur une bonne séquence, mais oui, moi tout, j'étais comme, OK, après 2 ans, il revient, il re-signe un autre contrat. C'était un peu bizarre. Il est comme sorti de nulle part. Mais moi, je l'aime beaucoup, Gunnar Nelson. J'aime bien son style. C'est un gars qui est vraiment dangereux au sol. C'est plus un karatéka au niveau du combat debout. Mais au sol, c'est un jiu-jitsu agressif. On va voir, là, après 2 ans d'absence, comment il va être capable de réagir. Oui, effectivement. Donc, Gunnar Nelson, islandais, si je ne m'abuse. Donc, c'est ça. C'est un des bons combattants de Jiu-Jitsu brésilien là, de l'organisation. C'est vraiment, il est vraiment très bon. Comme tu dis, pas sur une bonne séquence là, avant d'avoir quitté, avant sa sabbatique, appelons ça comme ça. Donc, à quoi on peut s'attendre? Le bon vieux Gouni, j'imagine. Mais ça va être intéressant de voir. Mais oui, parce que après 2 ans d'absence, il va se rabattre sur ce qu'il connaît. Et je veux dire, là, il faut voir qu'il retrouve ses repères assez rapidement. Je pense que la foule va le transporter aussi. La foule va être je sais pas, ça va être de son côté, mais la foule va le transporter quand même. Fait que c'est un bon retour pour lui, mais il va s'en aller dans ce qu'il connaît le plus parce qu'il va se sentir plus en sécurité comme ça. Après 2 ans d'absence, moi je pense qu'on va trouver ça. On va le trouver à terre assez rapidement. OK, merci énormément, Pat. Merci à Chez les Turcs là, de nous avoir posé des questions. N'hésitez jamais, vous connaissez nos adresses. Donc, on adore répondre à vos questions et jaser avec vous d'arts martiaux mixtes. Le Gala de Londres, ça se passe le 19 mars prochain. Pat Côté, merci énormément d'avoir passé cette dernière heure en ma compagnie à la maison. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans la cage. Ciao tout le monde!